bonjour, bienvenue dans ce journal dédié à la culture avec au sommaire aujourd'hui une large part dédiée au jazz parce que le 30 avril, c'est la journée mondiale du jazz, un événement parrainé, initié par l'UNESCO. De nombreux concerts sont organisés un peu partout dans le monde, chaque pays a un ambassadeur du jazz. Nous recevons, nous d'ailleurs, dans ce journal, l'un d'entre eux, il s'appelle Gilad Ratsaf, c'est un pianiste qui a également enregistré un morceau spécial pour le Kulturmarkt. Quel rapport entre le jazz et l'UNESCO? Quelles peuvent être les incidences politiques, sociales de cette musique dans le monde? Et bien pour le comprendre, nous irons voir de près deux grands musiciens, Tony Allen, nigérien, et Marcus Miller, américain. Ils militent chacun à leur façon en musique. Et puis nous irons faire un tour en Algérie. Alger, la Blanche, devient toute marron. Les Algériens sont fondus de chocolat. Le premier salon du chocolat vient d'ouvrir ses portes. Les pâtisseries orientales en mode cacao, c'est tendance. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous sur i24 News. Nous allons donc parler de jazz dans ce magazine. Mais avant ça, un petit retour sur le musée qui fait l'actu cette semaine. Comment se souvenir, comment transmettre? Munich, la ville épicentre du nazisme, ouvre enfin un musée dédié au nazisme et se confronte donc à son passé. 70 ans après la libération de la ville, 70 ans après la libération des camps, un cube blanc de 4 étages s'ouvre au public. Il met en scène l'ascension du nazisme avec des efforts importants pour éviter une certaine forme d'esthétisme muséal. En clair, on y voit des photos, des vidéos, pas d'étendards, pas de croix gammée géante et bien évidemment pas d'uniforme nazi. Ce musée a coûté 30 millions d'euros. Angela Merkel devrait s'y rendre dimanche. Direction Alger maintenant. En quelques années, la ville s'est mise au diapason d'une tendance mondiale, la tendance chocolat. L'Algérie est le pays qui consomme le plus de chocolat de tout le Maghreb. Chocolat noir, chocolat au lait font donc bon ménage avec les pâtisseries orientales, les cigares aux amandes, les makrouds d'algérois. C'est un récit miam miam et il est signé Sandy Fortis. Ganache, cacao, praliné, nougatine font leur entrée en fanfare en Algérie. En quelques années, le marché du chocolat a explosé. Le pays est le plus grand consommateur du Maghreb. 150 millions d'euros de marché. Le premier salon du chocolat était donc une évidence. Les Algériens ont le palais très sucré. On les amène aussi à travers tous nos exposants à découvrir de nouveaux produits. Le marché ne fait que s'accroître. Ce n'est pas un marché qui régresse, bien au contraire. Donc le marché algérien en termes du chocolat est un marché des plus porteurs. Pour cette première édition, 12 chefs algériens et 4 chefs belges et français sont venus partager et échanger leur savoir-faire. Objectif, valoriser les produits locaux. On a des produits nationaux qu'on peut utiliser pour confectionner du bon chocolat. On n'a pas systématiquement besoin de faire de l'importation ou alors de se diriger vers des produits étrangers qui coûtent excessivement cher et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et la fusion, cette notion culinaire si à la mode, fait aussi son entrée en Algérie. Dans ce salon, on mixe pâtisserie traditionnelle et chocolat. Moi, je trouve que le produit traditionnel algérien est très bon. Une tortilla. Il n'y a pas de différence avec les étrangers. C'est original, tenez, ce qu'ils ont fait là. De toutes les formes, de toutes les couleurs ou en fondu, le chocolat est à déguster à toutes les sauces et les Algériens ne s'en sont pas privés. Un premier salon à fondre de plaisir. À suivre, notre invité, le pianiste Gilad Ratsaf, ambassadeur d'Israël pour la journée mondiale du jazz. Mais en attendant, un petit tour au musée du Prado en Espagne qui récupère ses Picasso. Parce que quand on prête, eh bien, il faut rendre. Sandy Fortis. Picasso retourne au Prado. 10 œuvres du grand peintre ont fait le voyage depuis le Kunstmuseum de Bâle. Des tableaux datant de la période 1906-1967, représentant des moments décisifs de sa carrière, la fin de ses périodes bleues et roses, son incursion dans le cubisme synthétique, son retour au néoclassisme ou encore sa vie pendant la guerre et les expériences qu'il a vécues au cours des dernières années de sa vie.
L'exposition de ses chefs-d'œuvre au Prado ravive le lien que Picasso avait avec ce musée qu'il a dirigé pendant la guerre civile, un retour aux sources qui ravira le public espagnol. Jeudi 30 avril, c'est la date de la mort de Hitler. C'est également cette date que l'UNESCO a choisie pour célébrer la journée mondiale du jazz. Depuis 4 ans, cette journée est célébrée dans le monde entier. Chaque pays envoie un ambassadeur du jazz qui le représente. Nous avons sur le plateau Gilad Ratsav. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez en plus enregistré un morceau pour nous qu'on va écouter à la fin de cette interview. Donc merci beaucoup. Et chaque année, pour cette journée mondiale de l'UNESCO, c'est une ville qui est désignée. Et cette année, cette ville, c'est Paris. Gilad Ratsav, merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'ambassadeur d'Israël pour cette journée mondiale du jazz? C'est un sentiment très spécial. Je suis très heureux de faire quelque chose pour le jazz, pour la communauté du jazz en Israël, de représenter Israël pour un si beau projet de l'UNESCO. L'objectif est de promouvoir le jazz en Israël, de faire découvrir le jazz à un plus grand public, et surtout le jazz israélien que je considère comme l'un des plus riches du monde, notamment en termes de musiciens. Alors on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une journée mondiale dédiée au jazz, mais sur le site de l'UNESCO, on a pu lire que le jazz, je les cite, c'est un vecteur de paix qui promeut le dialogue entre les cultures et la diversité et qui respecte les droits de l'homme. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, ce credo-là, vous, Israéliens? Je pense que c'est une jolie façon de décrire Israël, compte tenu des tensions dans notre pays et des problèmes de communication et de compréhension que nous pouvons avoir avec le monde. Le jazz a commencé comme un mouvement politique. Les musiciens de couleur avaient souvent un passé d'esclaves et le jazz était un moyen pour eux de s'intégrer dans la société blanche aux États-Unis. Le jazz est aussi la voix de la paix et du dialogue. Il est très important que l'UNESCO participe à ce dialogue dans le monde et diffuse ce message de paix. Alors justement, je vous propose de regarder un sujet réalisé par Roger Fima. C'est un portrait croisé de 2 jazzmen, 2 grands messieurs que vous connaissez certainement. Il y a d'abord Marcus Miller, bassiste américain. Il a été ambassadeur, comme vous, il y a 3 ans, ambassadeur de la paix à l'UNESCO. Lui, il fait une musique, devoir de mémoire. Et puis il y a également dans ce reportage Tony Allen, c'est le pape de l'afrobeat. Si vous connaissez Fela Nicola pour Ransom Kuti, eh bien c'est avec lui qu'il a créé ce mouvement-là. Et puis lui, eh bien il engage les Nigériens à ne pas traverser l'océan. On va regarder ensemble ce reportage si vous voulez bien. Un son métallique, agressif, une signature unique. Pour beaucoup, Marcus Miller est à la basse ce que Miles Davis était à la trompette. Avec Aphrodisia, son dernier album, le musicien afro-américain revient sur les sources du jazz, l'esclavagisme. Cette inspiration, il l'a puisée au Sénégal pendant une visite sur l'île de Gorée. Tout est différent quand vous êtes sur cette île et que l'on vous explique que dans cette pièce on empilait les uns sur les autres des Africains, des hommes, des femmes, voire des enfants. Tout est différent quand vous voyez cette porte donnant sur la mer, car au bout d'un certain temps, après avoir compté les prisonniers, il les faisait passer par cette porte pour les envoyer sur des navires vers l'Amérique. Ils l'ont donc surnommée la porte du voyage sans retour. L'Afrique et le jazz trouvent aussi un écho dans l'actualité. Son conteur, c'est Tony Allen, l'un des créateurs de l'afrobeat. À travers un mélange de musique africaine, funk et jazz, il dénonce les drames de l'immigration clandestine en Méditerranée. Avec cette chanson, le Nigérian implore ses frères africains de ne pas tenter la traversée vers l'Europe. I'm just advising those ones that risking their lives to want to come to this part of the world. Je veux juste les prévenir, parce qu'ils risquent leur vie pour venir dans cette partie du monde. Ils pensent qu'ils rouleront sur l'or, ici, et pour eux c'est un rêve. Mais je les préviens, ce rêve est un mirage. It's completely zero.
Depuis ses origines, le jazz est considéré comme un instrument d'émancipation. Aujourd'hui, le combat reste le même et le refrain est toujours aussi amer. Je vais vous la poser en vrai. Il me demande qu'est-ce que ça va être la prochaine question. Je vais vous la poser maintenant. On retrouve donc Gilad Khatsav, pianiste pour cette journée mondiale du jazz déclarée par l'UNESCO. Gilad, vous avez démarré à 9 ans le jazz, la musique, en tout cas le piano à Tibériade. Vous avez sorti 3 albums dont le dernier est un mix entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait la force de la scène musicale de votre pays, cette fusion musicale ? À propos de mélange musical et de mélange en Israël, eh bien oui, c'est un mélange de cultures. Personne ne se ressemble en Israël, personne ne mange la même nourriture et chacun vient d'un milieu différent. L'un vient d'Italie, l'autre d'Espagne ou de Syrie dans mon cas, et l'autre moitié est polonaise. Donc c'est une multisociété, une société multiculturelle, où les choses se font de façon très rapide. Et du coup, automatiquement, ça donne des résultats. Et la musique, c'est une partie de ces résultats. En ce qui me concerne, je prends beaucoup de plaisir à jouer. C'est un peu comme dans la cuisine, on y ajoute une touche de son du Moyen-Orient, avec du jazz ou du jazz moderne si vous voulez. Et je pense que les Israéliens, ils ont cette vitamine, vous savez. Énorme. Écoutez, on a reçu tout un tas de stars ici sur ce plateau. Et vraiment, à chaque fois, il y avait cette espèce de force, cette énergie. Comment on peut expliquer ça ? Vous pensez que c'est lié aussi à la situation du pays ? Parce qu'un tout petit pays avec autant de vedettes, Omer Abitaï, il y a ce soir, il y a Herbie Hancock et Avishai Cohen qui vont jouer ensemble. Oui, ce soir, il y a un concert génial et en même temps, on joue en Israël. Ça sera diffusé via Internet et peut-être sur les chaînes dans des émissions du monde entier, aux côtés d'Avishai Cohen qui joue avec Herbie. Je pense qu'une des raisons, c'est aussi que les musiciens ont le cran de se montrer. Et ils se démènent, ils sont souvent très professionnels, musicalement parlant, et ils savent faire le boulot. On a tous étudié en Israël avec des profs venant des États-Unis qui nous ont enseigné cette tradition. Donc ça va aussi dans l'autre sens. Ouais, c'est bien. Vous parlez très bien du jazz, donc vous êtes vraiment la bonne personne pour représenter votre pays Israël pour cette journée du jazz. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Donc on va se quitter maintenant et vous allez interpréter pour nous un morceau qui s'appelle Bloom. Composition au piano. Oui, une composition pour piano que j'ai arrangée également pour le concert de ce soir. Un concert où se produira mon trio au Meshek Barzilai à 9h. Et tout le monde est invité. Thank you. Thank you very much.